Parce que vous savez, c'est vrai que depuis qu'on a parlé du Mugen Tsuyokomi, je me suis toujours imaginé que ça allait être vraiment genre tout le monde comme ça, la bouche ouverte en regardant le ciel et tout. Et autant dire que là j'ai été surpris de voir qu'en fait le Mugen Tsuyokomi, c'est genre un truc qui s'enclenche une fois et tous ceux qui sont touchés, ils sont foutus. Mais une fois que ça a disparu, vous pouvez sortir et pas de problème. Mais bon, c'est vrai que c'est un jutsu à la base qui ne laisse pas, enfin qui va même là où, enfin, je veux dire, même si vous cachez, la lumière va aller même là où il y a de l'ombre. Donc ça veut dire que même si vous cachez, ça sert à rien, vous pouvez rien faire. Donc la seule exception, c'est soit être un Edo Tensei et on n'est pas visiblement ils sont pas affectés par ça parce que je sais pas moi, parce qu'ils sont pas d'âme et non franchement ça doit être peut-être oui bah, effectivement parce qu'ils sont peut-être pas d'âme et que ça contrôle je sais pas le fond de l'âme, c'est un genjutsu qui touche l'âme pas uniquement les sens, et comme enfin non pas l'âme mais le corps, et comme c'est pas leur corps, enfin bon vous voyez c'est une connerie dans le genre quoi. Bref c'est pas non plus très abracadabrantesque, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Bref, donc un chapitre qui démarre en fanfare en fait où on voit plus ou moins ce qui se passe dans la tête de tout le monde. Hein. Bon, on a fait un petit tour évidemment de chaque Chunin, de quelques Hokage vite fait, et tristement aussi malheureusement. Par exemple, je sais pas moi, Shikamaru par exemple dans le Mugen Tsuyokomi, lui il s'imagine surtout avec Azuma qui est avec Kurona et ses deux parents ensemble qui se disputent comme d'hab quoi. Je veux dire, donc en gros tout ce qu'il veut c'est vraiment retrouver de son paradis dans sa tête, c'est vraiment tout le monde qui est là quoi. Et regardez qu'il y a à gauche qui dépasse un peu à gauche, c'est Temari. Donc voilà, le mec dans son illusion, dans son monde illusoire, il y a Temari. Voilà, qui devrait effectivement conclure un peu les couples comme ça. Voilà. Bon, Hinata, effectivement, bon, ceux qui n'ont pas vite fait, euh, qui n'ont pas vraiment compris, en fait, c'était elle donc qui était sur un banc avec Naruto et derrière il y avait Neji qui était donc encore en vie. Et juste à côté il y avait, je sais plus comment on appelle, c'était ça, l'autre, la petite sœur, l'autre cousine, je sais plus, Hanabi, je crois que ça s'appelait. Je sais plus, on l'avait vite fait vu dans la première génération lors du combat par exemple contre Neji, on avait vu là le père de Hinata discuter avec ça. Je crois que c'était la petite sœur de Hinata, je sais plus. Enfin bref, ça. Et donc de ce côté-là, donc voilà, c'est ce qu'on s'attendait de Hinata. En même temps, on peut pas non plus s'imaginer faire d'autres trucs. Bon, alors pour les casse-couilles, Kiba qui s'imaginait en Okage, alors que je veux dire, tout le monde, on s'en fout quoi. Bon, franchement, Kiba il m'a plus cassé les couilles qu'autre chose. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait bon, ouais. Shino, bon, elle trouve un insecte géant et tel un chevaucheur de dragon, bah il chevauche le nouvel insecte quoi. Bon après le reste, Lee c'est lui-même qui s'imagine avec Sakura, qui a vaincu Neji, tout ça. Enfin, dire voilà quoi. D'ailleurs c'est marrant parce que dans le monde Neji est vraiment tous les morts sont encore en vie quoi. Celui qui m'avait le plus intéressé c'était certainement Tsunade, où elle s'imaginait en fait Dan encore en vie et Okage, elle non évidemment. Et à côté effectivement il y avait Jiraya et aussi Orochimaru et aussi son petit frère aussi. J'ai oublié comment s'appelait son frère, j'ai oublié son nom, enfin ça devrait être son plus important. Le petit frère de Tsunade. Et on voyait donc parce qu'en fait tous les flashbacks duraient genre une case vite fait, enfin une case, alors que celui de Tsunade vraiment avait fait une case où elle se voyait avec Dan et une autre en fait où elle voyait Jiraya et une troisième encore où en fait celle-ci fait Jiraya alors qu'il a vraiment pas fait spécial non plus, mais c'est peut-être vraiment pour accentuer le fait que Jiraya lui manque vraiment et que alors qu'on s'est dit que genre oui mais Jiraiya quand il est parti Tsunade allait peut-être enfin accepter ses demandes machin parce qu'elle avait émis le fait que quand il va revenir elle va lui donner une bonne raison de ne plus partir et de rester machin. Donc c'est ce que je m'étais dit aussi personnellement, mais c'est vrai que peut-être revoir Dan en flashback comme ça peut donner de l'élan à Tsunade. Et puis bon on s'en fout maintenant, Jiraiya est mort, paix à son âme. D'ailleurs, je suis un peu déçu parce que j'aurais vraiment aimé voir c'était quoi l'illusion, enfin le Mugen Tsuyokomi, le monde illusoire de Orochimaru. Franchement, j'étais vraiment ultra intéressé de voir ce que ça aurait pu être, perso. Et aussi celui de Sasuke, tiens, bon, il s'est pas fait pris, donc. Bon, après ça, évidemment, tout le monde s'est fait prendre dedans, il n'y a pas grand chose à faire. Tiens, on aurait même pour la déconnade, on aurait pu aussi voir celui de Ishiraku. Le vendeur de ramen, oui. Ah, il y a un truc que j'avais pas compris par contre, il y avait une seule illusion que j'avais pas vraiment pigé, c'était celui de Tenten, où celle-ci n'a plus à faire de commentaires, machin. Enfin, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on la voit, elle est en train de se plaindre d'un truc, elle avait oh Dieu merci, je n'ai plus à me plaindre. Non, c'est vrai, enfin, j'ai pas vraiment compris son illusion, donc si vous avez compris, enfin, on voyait aussi Lee et Guy en mode beau gosse, ça. Non, mais si vous avez compris, donc n'hésitez pas à l'expliquer en commentaire. Bon, alors ça c'était bon, la partie un peu rigolote. Maintenant, l'autre partie un peu plus sérieuse, c'était donc du point de vue donc de la team 7, de la team 7, de la team comment dire la team Nanabi, non Nanabi, la team Nana, je sais plus comment on dit 7 en japonais. Shish. Je trouve que c'est ça. Ouais. Non, non, c'était pas ça, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 17, 18, je sais plus comment on dit 17. J'ai des problèmes avec ce chiffre.
Bon, petit aparté qui a rien à voir. Bref, donc pour revenir à ce point-là, on a un petit, donc je lis, on a un petit point de vue donc de la Team 7. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit Sasuke, le petit leader. Genre, ta gueule, Sakura, c'est rien. Yes, yes, Sasuke est là. Putain, si je devais voter pour un personnage favori, franchement, dans ce chapitre 6, j'aurais voté Sasuke. Parce que là, il a dit, oh, voilà. Genre, Sasuke, il se passe quoi dehors? Tu n'as pas besoin de savoir, de toute façon, tu sais rien. Il y a rien que tu peux faire maintenant. Nice. Bon, par contre, ce que j'ai pas trop kiffé, c'est qu'ils disent pareil à Kakashi. Bon, c'est vrai que ça le fait un peu Eruta, mais bon, dans le fond, il a quand même raison. Kakashi et Sakura sont vraiment... Je veux dire, certains disaient par exemple, Gonzalo, t'as exagéré, Sakura, elle est pas inutile, elle a soigné l'armée et tout. Ouais, mais en grande partie, c'est Naruto qui les a protégés, qui leur a enfilé du chakra. Et même Sakura, qu'on voulait être utile en faisant son... Oui, je vais faire une diversion, bam, qui la sauve, Sakura. Sasuke. Et Naruto, donc au final, n'a pas vraiment servi à grand chose. C'est dommage, je le déplore, franchement, je le déplore vraiment, mais... Voilà quoi. À moins qu'au final, après, Sasuke et Naruto perdent leur nouveau power-up et tout. Ce qui sera intéressant au final, parce que c'est vrai qu'à chaque fois on va en crescendo, alors qu'on pourrait aller en crescendo, et puis voilà, on pourrait descendre un peu au niveau des power-up. Genre, c'est des power-up temporaires histoire de vaincre Madara et tout quoi. Bref. Bon, alors, donc Sasuke qui fait le malin. Kakashi, tu es comme Sakura, ta gueule. C'est moi qui dirige ici. Bon, Naruto qui évidemment kiffe pas trop, mais bon. On a utilisé le travail d'équipe. Ouais, mais bon, le travail d'équipe, ça sert à rien s'il y a des gens qui peuvent vous faire chier, quoi. Parce que le travail d'équipe, avant tout, c'est... Voilà, quoi, il y a le travail d'équipe et le travail d'équipe. Bref. Euh, donc apparemment aussi une petite théorie, c'est que Sasuke visiblement vu qu'il sait que le Rinnegan a pu placer les gens sous cette illusion, qu'un autre Rinnegan pourrait éventuellement alors les sortir de là. Donc Sasuke, imaginez qu'en fait à la fin du manga on a une quête ou quoi, Sasuke qui doit aider le monde entier, qui sauve tout le monde et qui sort tout le monde de l'illusion, et après tout le monde lui est redevable, tout le monde lui pardonne, et voilà fini. Ce serait peut-être la bonne occasion de faire une bonne rédemption pour Sasuke qui sauve le monde justement en libérant tout le monde avec son Rinnegan, donc tout le monde lui doit une dette. Oui, parce qu'à part lui, personne ne pourrait les sauver. Voilà. Bon, alors, donc ils sont toujours protégés par le Susanoo et après ils se cassent. Et c'est ça qui m'avait étonné, franchement, c'est que le Mugen Tsukuyomi n'est pas un truc permanent. En gros, c'est vraiment quelque chose qui dure un instant, qui touche tout le monde et après ça se désactive tout seul. Quoi. Encore une fois, je le déplore et voilà, parce que j'aurais aimé genre un combat où, en fait. Enfin, c'est vrai que. Non, non, je le déplore pas vraiment parce que c'est vrai qu'à un moment je me suis dit, attends, mais comment ils vont arrêter en fait alors le Mugen Tsukuyomi? Ils vont pas détruire la lune quand même. C'est pas Dragon Ball, ils vont pas faire un Kamehameha ou un Genki Dama, un truc comme ça. Non, c'est pas possible. Donc, de ce côté-là, je me suis dit, bon, d'accord, bref. Alors, et après, et après, vient le moment qui a changé vraiment la donne, mais un truc de fou à ce manga. Parce que je l'avais dit il n'y a pas très longtemps, bah, il pas très longtemps, il y a quelques vidéos de ça dans le précédent chapitre, que j'avais dit, oui, Kishimoto avait émis le fait qu'il était possible qu'on allait voir le véritable méchant de l'histoire. Et j'avais aussi dit, ah mais pourquoi on parle de Kaguya ou de Totsuki? C'est un peu bizarre quand on lui parle, on fait tellement de références à un... Parce que de toute façon, dès qu'on fait référence à un dieu ou un truc comme ça dans un manga, on est quasiment sûr de le voir. Hein. Rikudo on l'a vu, les autres on les a vus aussi. Bref, mais juste avant ça, donc on a Zetsu Noir, donc qui, bon, quelque sorte, moi j'ai la confirmation donc que malheureusement Obito est mort. Oui, il est mort. Vous allez pas me dire qu'il est endormi. Non, non, forcément, non, il est obligé, mort. Enfin, c'était dit que oui, tant que je suis rattaché à Obito, voilà, il peut pas mourir. Mais pour moi, il est mort là. Enfin, bon, même s'il était encore en vie, ça sert à quoi? De toute façon, je veux dire, il a fait ce qu'il avait à faire, il a fait sa dernière acte de rédemption avant de mourir, voilà, c'est bon, c'est fini quoi. Et puis au final, avec ses bonnes intentions de départ, il aura réussi à faire une alliance ninja, tout le monde s'est allié contre un méchant, contre lui, mais il aura réussi à allier au moins le monde entier. Et ça, c'est une bonne chose. Enfin, c'est un truc que j'avais relevé, c'est que frère, au final, Obito, il a peut-être fait beaucoup de mal, mais il a réussi à unifier le monde. Bon, peut-être contre un ennemi commun, mais il a réussi à l'unifier. Et c'est à travers cette guerre que justement chaque village a su se comprendre et les véritables enjeux ont été découverts. Quoi, je veux dire, parce que sans cette guerre, franchement, on aurait encore eu des villages qui pensent à eux. Il faut protéger les bijoux, je vais garder les bijoux, répartir les bijoux après, patati patata. Donc, voilà. Alors, et donc après vient Madara qui fait je suis le sauveur, machin qui arrive donc avec Zetsunor qui essaie de vous laisser débarrasser d'eux. Je me dis putain mais tuez-le Zetsunor, tuez-le. Et non personne ne tue. Bon alors Madara qui fait son petit discours, Naruto tu te mets en travers de mon chemin alors que j'ai sauvé le monde, tout le monde est dans mon... Parce que c'est un peu Matrix là, mais tout le monde est dans mon illusion et heureux et toi tu veux gâcher ça. Mais non, tu es un ennemi du monde. Bref, et Naruto qui réplique évidemment avec la réponse que tout le monde attendait qu'il lâche. Mais tout cela n'était qu'un gros mensonge. Et effectivement c'est vrai que c'est un gros mensonge. Et je vous pose la question à vous. Est-ce que vous aimeriez rester dans un monde illusoire et être heureux toute votre vie? Ou vivre dans la vérité, mais vivre peut-être un cauchemar et un monde rempli de et si? Bref, bon, personnellement, je ne sais pas, personnellement, parce que, bon, je crois que j'aimerais bien être dans un monde, j'aimerais bien être dans le Mugen Tsuyokomi, au début, mais si je me rends compte que c'est le Mugen Tsuyokomi, bah là, évidemment, ça va pas être cool, hein. Mais bon, je doute évidemment que les gens qui sont à l'intérieur se rendent compte que ce soit le cas. Bon,
Et là, à la fin du chapitre, on a ce moment. On a Zetsu Noir qui transperce Madara. Alors autant dire que ça m'a donné autant de jouissance quand Zetsu Noir a fait « Ce n'est pas toi, ma volonté ». J'ai eu autant de jouissance en voyant cela qu'en voyant Ichigo foutre une grosse raclée à Aizen. Quand celui-ci est revenu, bon je fais une petite référence à Bleach, pour ceux qui lisent Bleach, si vous lisez pas Bleach, c'est pas grave, mais je vais quand même le raconter. Vous savez quand dans Bleach, il y a Ichigo qui arrive et qui balance, qui fait des coups, et Aizen il pige pas pourquoi il y a un Power Up, pourquoi il est plus puissant. J'ai eu autant de kiff qu'en voyant Madara qui pige rien du tout, le monsieur j'ai tout prévu, encore une fois. J'aime bien les masterminds qui se font doubler. Ça c'est un truc jouissif, mais un truc de fou. Donc Madara se fait baiser, il pige rien, il est immobile, et là Zetsu Noir qui nous montre qu'il sert quelqu'un d'autre encore. Parce qu'au début on pensait que Zetsu servait Tobi, puis après non en fait il sert Madara, et ben non en fait il sert Kaguya. Kaguya, la mère du Rikudo. D'ailleurs je comprends pas comment le Rikudo, d'ailleurs, je sais pas le Rikudo n'avait rien à dire vis-à-vis de sa mère, enfin je sais pas, il aurait pu dire oui ma mère est un démon ou quoi, je sais pas. Enfin peut-être qu'on verra une réaction du Rikudo dans tous les cas, mais... Enfin je sais pas parce que j'aurais pensé qu'il aurait fait une référence à Kaguya, parce que là il a dit qui il était, comment les gens la craignaient, mais... Je veux dire, là, quel est le but de Kaguya? Elle veut revivre à travers Madara. Enfin, et comment ça se fait d'ailleurs que Zetsu Noir sert Kaguya? Enfin, je sais que les Zetsu Noirs sont à la base des sortes de clones d'Hashirama, fait à partir de, de, de la carcasse, disons, du Jubi, qui Jubi lui-même est lié à Kaguya. Mais je veux dire, il y a un petit lien vite fait, peut-être, je sais rien, mais alors que Zetsu Noir aussi devait être la volonté de Madara, mais est-ce que c'est pas le Rinnegan? Enfin, je sais pas vraiment, j'ai pas vraiment compris non plus le véritable sens de tout cela. Comment ça se fait qu'il sert Kaguya alors Kaguya on a vu vraiment, à un moment donné on n'a pas vu Zetsu se casser pour voir autre chose quoi. Enfin je comprends pas. Et est-ce que Zetsu blanc fait pareil? Encore moins j'en sais rien. Non à mon avis Zetsu blanc non, c'est Zetsu blanc à mon avis il sert effectivement Madara, mais Zetsu Noir à mon avis il le sert pas. Mais pourquoi et comment ça j'en sais rien. Bon. Alors quels seront les enjeux des prochains chapitres? Est-ce que Kaguya, qui techniquement est un personnage, enfin, un être qui vient d'un autre monde, peut-être de la Lune, peut-être d'une autre planète, parce qu'il est dit qu'elle vient de très très loin, d'une autre contrée très lointaine, mais on ne sait pas exactement d'où, pourquoi ça se fait qu'elle a des oreilles de lapin ou un truc comme ça, enfin, c'est un mutant, mais je veux dire, il n'y a pas de mutant dans Naruto, il n'y a pas de ça, je veux dire, d'où elle sort? D'où elle sort? Et ça, c'est une question très intéressante. Et donc, qu'est-ce qu'on voit à la fin du chapitre? On voit Zetsu Noir qui fait plus ou moins la même chose que lorsque Madara essaie de contrôler Obito. Donc voilà, vraiment l'arroseur arrosé. Donc il est possible, de toute évidence, que à travers Zetsu Noir, Kaguya va contrôler Madara, qui possède le pouvoir du Jubi, de l'arbre sacré en lui. Donc à mon avis, c'est ça. Donc Kaguya va revenir d'entre les morts. Et puis bon, Madara, on l'a vu combattre vite fait. Bon, c'est dommage, hein, il avait certainement plein de techniques à nous montrer, mais Kaguya sera certainement nous combler de ce côté. Bref. Sur ce, les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Naruto, avec peut-être le retour de Kaguya ou un Madara lobotomisé, va savoir, on sait pas. Sur ce, ciao ciao. Bisous.